Bonjour à tous, bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre podcast spécial. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibault Le Séguillon et Anne Wautier pour ce podcast. Brièvement, qui je suis, moi c'est Arnaud Hubert, ça fait plus ou moins 5 ans que je travaille chez Guberna maintenant. J'ai eu de multiples casquettes et actuellement, parmi d'autres, je m'occupe du centre gouvernance des PME du côté plutôt francophone. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui. L'objectif de cette interview, de ce podcast, c'est de parler des bonnes pratiques de gouvernance au sein des PME, des startups et des scale-up. Sujet vaste qu'on va essayer de débroussailler ensemble. Tout d'abord, je voudrais présenter brièvement nos intervenants aujourd'hui. Donc, nous avons tout d'abord Anne Wautier, qui est Investment Manager chez BNP Paribas et qui est aussi, BNP Paribas est par ailleurs un partenaire de recherche de Guberna, du centre Family Business. Anne, si tu veux te présenter peut-être un peu plus en détail, brièvement, sur qui es-tu et ton rapport avec Guberna. Donc, bonjour, je suis Anne Wautier, manager d'investissement dans l'équipe de BNP Paribas Fortis Private Equity. Je suis en charge de la partie francophone du pays et notre stratégie d'investissement est d'investir dans des sociétés, dans des PME francophones ici, pour moi en l'occurrence. Je suis au board de 3 PME wallonnes et également au board de 2 fonds qui, eux, vont investir plus early stage, donc dans des startups scale-up. Donc, Vives, qui est la spin-off de l'UCL, et Epimed dans la région de Liège. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi la formation Guberna. Donc, l'année passée, le module de Director Effectiveness et cette année en cours Board Effectiveness. Et comme on discutait, je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse suivre cette formation. Tout membre d'un conseil d'administration devrait participer à ces formations parce que c'est le B.A.B.A. D'accord. Ravi d'être là et d'échanger avec vous aujourd'hui. Un plaisir de te recevoir. Thibault Le Séguillon, on se connaît déjà un petit peu par ailleurs. Donc toi, tu es CEO d'Industria, le fonds d'investissement lié à l'entreprise John Cockerill dans la région de Liège, à Sorin plus précisément. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus en détail et aussi expliquer ton rapport avec Guberna ces dernières années? Alors, bonjour d'abord et bonjour. Merci de m'avoir invité pour ce podcast. C'est avec grand plaisir que je vais partager quelques leçons que j'ai tirées de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait sur mes 2 dernières expériences au moins. Donc aujourd'hui, je suis dirigeant du fonds Industria, qui est un quasi-CVC associé au groupe John Cockerill, qui existe depuis 5 ans. On investit dans des startups en seed et série A, dans le B2B industriel, en Belgique et dans les pays limitrophes. Avant cela, j'ai été CEO d'une startup, donc je connais l'autre côté du décor. Et donc l'autre côté du conseil d'administration, pas en tant qu'administrateur, mais en tant que CEO. En Allemagne, j'ai dirigé une start-up pendant 8 ans dans le clean tech. Et avant l'Allemagne, j'étais en Chine pendant 5 ans, où j'ai dirigé la business unit d'un grand groupe industriel. Et avant la Chine, j'ai travaillé 15 ans aux États-Unis, dans des postes de vente, opération, directeur d'usine et management. Donc un parcours très varié. Un parcours international, deep tech, clean tech, start-up. Surtout intéressant dans les 2 faces, du côté investisseur et du côté start-up aussi. Donc, ça va enrichir l'expérience. On en parlera plus tard, mais je pense que tout CEO de start-up devrait être administrateur quelque part. Parce qu'une fois qu'on change, autour de la même table, une fois qu'on change de place, on n'a plus du tout le même regard sur la chose qui est le conseil d'administration. Et donc, brièvement aussi, ton rapport avec Guberna. Bien sûr. Oui. Alors, j'ai suivi, comme Anne, les formations administrateur effectiveness et board effectiveness il y a 2 et 3 ans, ou 3 et 2 ans. Et ça m'a énormément apporté. En fait, je me suis dit qu'il faudrait bien que j'aille à l'école pour apprendre mon métier. Il était temps. Et c'est vrai que c'est très, très riche. Les 2, de manière différente, la première formation est un peu plus académique, avec les bases sur qu'est-ce qu'un conseil d'administration, comment ça fonctionne, tout ce qui est légal et financier autour. Et puis le deuxième, le board effectiveness, c'est la dynamique d'un conseil d'administration qui est vraiment très importante pour que ça fonctionne bien. Je pense que ça aide en
fait, ces formations, ça aide vraiment à prendre du recul et à théoriser en fait ce qu'on vit au quotidien dans les conseils d'administration. Donc c'est vraiment c'est un gros plus. D'accord, mais Oui, non, je suis d'accord. Je vois plus les conseils d'administration de la même manière. Et je pense que je suis plus efficace. Et en plus, j'embête mes autres administrateurs parce que j'amène la bonne parole de Gubernat dans mes conseils d'administration. Et j'impose pas, mais je demande qu'on fasse certaines choses que j'ai appris lors des formations Gubernat. Et comme première question vraiment introductive, il ne faut aller trop dans le détail parce que c'est une première question introductive, mais par rapport aux formations que vous avez eues, vos expériences professionnelles, c'est quoi pour vous la bonne gouvernance? Si vous deviez la résumer et à donner quelques exemples concrets, mais voilà, si vous deviez le résumer, ce serait quoi pour vous la bonne gouvernance? Peut-être Anne, pour commencer. Mais en fait, il n'y a pas one size fits all. Il y a tout type de. En fait, ça dépend de la réalité du terrain, ça dépend des équipes en place. Et je pense qu'une bonne gouvernance, c'est une gouvernance où on va pouvoir prendre des décisions difficiles de façon sereine. Mmh. Tout à fait. Et ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'extérieur. Il ne faut pas que ça soit vu par le management et en particulier par le CEO comme une figure imposée. Il faut que le CEO voit son conseil d'administration et sa gouvernance comme un outil pour soutenir sa croissance. Mmh. Non, c'est très clair. Et maintenant, si on se focalise un peu plus sur ce qui est start-up, scale-up, PME éventuellement pour toi, Anne, mais si vous deviez identifier des grandes étapes en matière de gouvernance, ce serait quoi les différents stades et à quel moment ça devient vraiment crucial, c'est un point de basculement pour une start-up ou une PME, la gouvernance? Pour commencer, il faut absolument mettre par écrit un pacte d'associés. Même s'il n'y a pas d'investisseurs, c'est pas grave. Ça, c'est la base pour toi. À partir du moment où il n'y a plus d'un fondateur, il va y avoir des situations qui vont faire que les 2, les 3, les 5 fondateurs ne vont pas être d'accord, alignés. Et il faut mettre les règles du jeu par écrit, ensemble, quand on s'entend encore bien. Pour éviter les conflits Pour éviter futurs. les conflits, si quelqu'un part, si quelqu'un n'est plus à même d'exercer sa fonction, il faut y avoir pensé et il faut l'écrire. Et il faut être sûr qu'on est d'accord de comment on va faire. Donc le pacte d'actionnaires, c'est la première étape avant tout, quoi. Absolument. Pour une bonne gouvernance, c'est absolument nécessaire. C'est pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire pour commencer. C'est le contrat de mariage. On s'engage et non, il faut savoir vers quoi on va et comment on va aller. C'est la base. Et Anne, tu es d'accord avec ce que Thibaut vient de dire? Ou est-ce que tu as un pacte d'actionnaire comme première étape? C'est pas nécessairement, c'est pas propre aux startups, scale-up, etc. Je pense que dans toute organisation, je pense que c'est vraiment le carnet de route où on s'engage, où chacun des actionnaires s'engage à fonctionner ensemble et à décider ensemble. Je pense, après, pour revenir plus aux startups, scale-up, ce qui est vraiment important, c'est la conscientisation qu'il faut dupliquer les rôles. Parce que souvent, c'est une personne, un entrepreneur qui lance sa startup, mais il faut qu'on se conscientise qu'on a l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le comité de direction. Il y a ces 3 organes qui doivent fonctionner ensemble et il faut dupliquer et s'entourer des bonnes personnes aux bons endroits. Entièrement d'accord. Surtout au conseil d'administration, qui est aussi un élément important de la gouvernance. Peut-être pas dès les 2 premiers cofondateurs, mais pas loin derrière. Une fois de plus, le conseil d'administration, c'est un outil qui soutient la croissance de la société. Donc, quand on part de zéro, on peut que croître et utiliser et mettre en place un conseil d'administration qui enrichit la discussion sur la stratégie, sur où on va, comment on y va. Ça ne peut qu'aider le CEO et le management. Et dans vos expériences respectives, vous avez vu beaucoup de startups, beaucoup de PME. C'était quoi les principales erreurs que vous avez vues? Vous avez vraiment dit là, il y avait des travaux à faire, ou avec le recul, j'aurais fait différemment. Peut-être Anne, est-ce que tu as une expérience à partager que tu as vue dans ton parcours, d'erreurs vraiment très très grosses que tu aurais pu éviter? Mais en fait, moi, j'ai un peu des cas concrets que je vis dans mon expérience aujourd'hui. C'est des sociétés familiales où aussi on reste entre soi avec la famille autour du board. Et je pense que c'est aussi important de s'entourer de gens
de l'extérieur et d'enrichir le conseil d'administration, d'administrateurs externes qui vont apporter de la neutralité, qui vont apporter un avis extérieur. La sérénité aussi. Parce qu'on se crispe un peu quand on a investi de l'argent dans une start-up ou quand on a fondé une start-up, c'est son bébé et on ne veut pas entendre comment la manager. Quelqu'un qui n'a pas de skin in the game, comme on dit, qui est complètement indépendant. Ça donne un avis objectif, un peu de recul. Objectif, pas forcément, mais serein. Mais serein forcément. Un arbitrage. Toi, Thibaut, tu vois d'autres erreurs que tu as dans l'expérience que tu as vues? À chaque fois que je rentre dans une start-up, la première erreur, c'est le reporting durant le conseil d'administration. En général, c'est mal fait, mal préparé ou... Pas forcément mal préparé. Pas à temps. Quasiment tout le temps, pas à temps. Et ça a le don de m'énerver parce que je suis un stickler il faut livrer les documents du CA une semaine avant le CA. C'est un signe de respect vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses équipes et aussi vis-à-vis du conseil d'administration. Et ça donne le temps aux administrateurs de travailler sur le matériel qui a été reçu, de réfléchir. En général, c'est avant le week-end, c'est pour après le week-end. Donc, on a le temps de le lire une fois, de réfléchir. Et on va apporter beaucoup plus de valeur si on a eu le temps de bien le préparer. Mais surtout, ce que je vois à chaque fois, c'est qu'en général, les conseils d'administration, c'est ce que j'appelle des travel logs. Donc la semaine dernière, on est allé au salon à Barcelone et on a vu un certain nombre de prospects qui vont transformer en clients. Le mois dernier, on a vendu 2 packs services à 25,53 € et ça va... C'est bien, mais ça ne peut pas être tout le CA. Et à chaque fois, c'est tout le CA. C'est trop dans le détail. Il y a trop de personnes comme moi, parce que j'étais un peu comme ça au début dans ma start-up, où on a l'habitude de faire du reporting dans une entreprise établie, où c'est exactement ce qu'on fait, une fois par mois, une fois par trimestre. On va devant le CEO et le CFO et on leur raconte comment la division a fait par rapport au budget, par rapport au forecast et comment ça va... C'est vraiment expliquer ce qui s'est passé. Et dans les startups, c'est important, mais on ne peut pas y passer plus de 25% du temps du CA. Autrement, on perd son temps. C'est quoi pour toi, du coup, le corps de ce C'est la stratégie. La stratégie. C'est absolument la stratégie. Stratégie marketing, stratégie marché, stratégie produit, stratégie humaine, ressources humaines. Donc, il y a 4 ou 5 sujets et on peut y revenir 5 fois par an sur un des sujets en profondeur pendant un CA. Ça serait, je dirais, la perfection dans les CA. Mais il faut qu'on parle pendant au moins 50, 60, 70% du temps de la stratégie. Anne, ça fait écho. Moi, je compléterais ça par définir un peu les KPI qui vont s'assurer qu'on remplit les objectifs qui vont faire atteindre la stratégie, qu'on ait une vision. Et ce qui est vraiment aussi important, c'est la préparation en amont des boards, comme tu dis, pour ne pas perdre son temps avec des sujets qui sont hors sujet et finalement où on ne se voit pas suffisamment, on n'est pas tout le temps sur le terrain. Et donc, en conseil d'administration, on est là pour prendre des décisions et pour effectivement définir la stratégie qui va driver toute l'organisation. Donc, éviter d'aller trop dans le détail pratico-pratique, de fournir plein d'informations, parfois superflues, et se focaliser sur la stratégie. On peut le lire, on n'est pas obligé d'en discuter. Oui. Dans le pack, on peut avoir un annexe avec tous les détails sur tous les chiffres financiers, extra-financiers de reporting sur la société, qui sont intéressants, des fois importants, mais ça ne peut pas être le sujet du débat lors du conseil d'administration, parce qu'il n'y a plus rien à débattre. Ça s'est déjà passé. Oui, ce sont des faits. Exactement. Okay. On ne peut pas changer le passé. Oui. C'est intéressant comme point. Mais du coup, ça rebondit sur ma question suivante. Peut-être avant de passer à la question suivante, dis-moi. j'ai un point de plus qui est aussi, que je vois très souvent malheureusement dans les CA. Et là, la formation Guberna m'a vraiment ouvert les yeux. C'est la confusion de rôle entre être administrateur et être représentant de l'actionnaire. Okay. En tant qu'investisseur, je suis payé par Industria pour défendre les intérêts d'Industria, pour faire des investissements et défendre les intérêts d'Industria, pour rendre un multiple à nos LPs. En tant qu'administrateur, je change de casquette. Une fois que je m'assois autour de cette table du conseil d'administration, je dois tout faire pour le bien de la start-up. Dans l'intérêt de la société. Exactement. Ouais. Et il y a tellement d'administrateurs qui oublient ça, qui restent dans le rôle, qui me payent à la fin du mois, et c'est les intérêts que je vais défendre. D'où l'intérêt des administrateurs externes, indépendants aussi, qui peuvent apporter peut-être une vision un peu plus de recul. Je
sais pas si c'est aussi ton point de vue par rapport aux indépendants. Absolument. On y reviendra. Mais oui, l'indépendant obligatoire autour de la table. Et toujours dans le sujet de la confusion des rôles, il n'y a pas que dans ce sens-là. C'est aussi les membres du conseil d'administration qui vont directement dans les équipes pour aller chercher leur information ou pour aller donner... Dans l'opérationnel. Qui vont dans l'opérationnel. C'est pas comme ça que ça se passe non plus. Chacun doit avoir son rôle. Il y a un comité de direction qui est là pour être sur le terrain et on est au conseil d'administration pour travailler avec le CEO, mais on ne travaille pas à sa place. Une claire distinction des rôles, un élément très important. Mais du coup, ça fait le point avec ma question suivante. Vous avez déjà un petit peu répondu, mais si les rôles d'un CA chez Gubernan, on en identifie 3 principalement, le rôle de leadership, contrôle et stratégie. J'ai cru comprendre que la stratégie, c'est le plus important pour une startup scale-up. Comment vous percevez les 2 autres rôles, le rôle de contrôle, le fait de contrôler les comptes, les budgets? C'est lié à la stratégie, évidemment, mais comment est-ce que vous percevez un peu l'équilibre entre ces 3 rôles d'un CA, lequel vous pensez le plus pertinent et le plus important? On a dit tout à l'heure, c'est effectivement définition de la stratégie, ça c'est clé, mais c'est aussi le fait de définir des KPI et se mettre des objectifs qu'on va pouvoir suivre de façon régulière pour s'assurer qu'on est toujours sur la bonne voie et qu'on va atteindre cette stratégie, ou en tout cas tendre vers le but ou la mission qu'on s'est donnée. Et une autre mission du CA, et là j'en parle en toute connaissance de cause parce que je l'ai mal fait quand j'étais en Allemagne et CEO d'une start-up, c'est s'assurer que l'équipe de management évolue avec la taille de la start-up. Une équipe qui crée une start-up, c'est pas la même qu'une équipe qui gère un budget de 10 millions, c'est pas la même qu'une équipe qui gère un budget de 100 millions. C'est pas les mêmes profils. Et je pense que c'est le rôle du conseil d'administration avec le CEO, et des fois c'est à propos du CEO, il faut faire évoluer l'équipe avec l'évolution de la start-up. Et ça, c'est très important que le conseil n'oublie pas cette responsabilité. Les profils doivent changer, évoluer au fur et à mesure du temps. Et ça fait partie des décisions difficiles qui doivent être prises sereinement en CA, d'où l'importance d'une organisation et d'une gouvernance qui soit saine et avec les bonnes personnes autour de la table. Et vous avez d'autres facteurs de réussite d'un CA pour qu'il fonctionne bien? C'est quoi votre lessons learned, la meilleure façon de faire pour qu'un CA fonctionne bien? Il faut que l'endroit où on se réunit soit serein aussi. Je ne pensais pas que c'était important, mais j'ai eu, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis sur 8 CA, 6 de start-up, 2 d'ASBL. Et j'ai oublié le mien, donc un de plus, c'est le CA d'Industria. Le setting est important. Ce n'est pas primordial, mais c'est important. Un setting où c'est calme, il n'y a pas de bruit extérieur, où on se voit, où on s'entend bien, où on peut communiquer facilement, c'est important pour un bon échange. Le rôle de l'humain est vraiment super important et je pense que c'est un travail d'équipe en soi. Et donc, comme on en avait discuté avec Thibaut, c'est important aussi de faire bien se connaître entre membres du conseil d'administration. Et pourquoi pas faire des activités un peu en amont ou en annexe ensemble, des repas, un resto post-CA. Un peu le team building pour le CA. Oui, pour resserrer les liens et parce qu'on est tous, ça reste des organisations d'individus. Et donc, l'humain a énormément d'importance et savoir comment les gens interagissent entre eux, connaître les personnalités des gens qui sont autour de la table. On ne l'apprend qu'au fur et à mesure et d'où l'importance de se connaître. De faire un peu d'informel en parallèle. De connaître les gens, de faire l'effort de connaître les autres administrateurs. Parce qu'en général, on arrive, on prend un café, on s'assoit, on discute, on dit « Ah oui, j'ai la réunion suivante, ou j'ai mon train, ou j'ai ma voiture à prendre, etc. » Et on ne se connaît pas vraiment. Alors qu'on va devoir, quand tout se passe bien, c'est facile. C'est quand il y a des discussions difficiles. Ça se crispe. Plus on se connaît, mieux on se comprend. Non, mais c'est un bon élément qui n'est pas souvent mentionné, mais voilà, l'atmosphère au sein du CA, pour qu'il y ait un consensus, qu'il y ait prise de décision collégiale, c'est important. Et le rôle du président ou de la présidente, clé, c'est absolument clé. C'est la personne qui va mettre l'ordre du jour, qui va s'assurer que le CEO livre les livrables une semaine avant. De préférence indépendant, j'imagine aussi, le président. En tout cas, pas le CEO. Ça, pour moi, c'est en tout cas, une séparation des rôles entre CEO et président. Parce que c'est pas la même chose. Parce que c'est vraiment pas le même job. Si possible, indépendant, c'est plus facile, mais c'est pas forcé. Et le président ou la présidente doit avoir des qualités psychologiques, je dirais, très importantes, parce qu'elle
Elle va devoir identifier l'administrateur qui a quelque chose à dire, mais qui n'ose pas toujours le dire. Il doit amener et construire un consensus. Et j'ai vu dans les différents CA auxquels j'ai pu participer que ce n'est pas donné à tout le monde, ce rôle. Et donc, le choix du président ou de la présidente est important aussi. Et en matière de composition d'un conseil d'administration, comment est-ce que vous le percevez? On a parlé un peu des indépendants, mais c'est quoi pour vous une bonne composition, les bons éléments en termes de compétences, de profil, de genre, que sais-je? C'est quoi pour vous les points clés? Pas trop nombreux. Je pense qu'aussi au niveau des startups qui évoluent avec les levées de fonds, et à chaque fois, il y a des nouveaux actionnaires qui viennent se rajouter au pot. C'est à un moment donné, c'est de limiter en fait ce CA pour que ce soit quelque chose de gérable où on puisse encore prendre des décisions, et pourquoi pas faire un pool d'actionnaires qui est représenté par une personne au CA pour ne pas avoir une multiplication de personnes autour de la table. Oui, nombre impair aussi. Oui. Ah oui. Même si on arrive ça, très ouais. très rarement à des votes, Au cas où. psychologiquement, c'est important, une fois de plus, dès le départ, de prévoir un nombre où on n'aura pas de blocage. Sans que quelqu'un ait un double vote, ce qui m'a toujours paru un peu bizarre. Pourquoi une personne autour de la table aurait 2 votes? Ça crée disproportion. Ça me paraît pas, en tout cas, moi, ça me paraît pas naturel. Mais bon. D'autres éléments en matière de compétences ou de diversité de genre ou d'autres éléments qui vous paraissent vraiment très importants à mentionner dans la composition? C'est lié avec... il faut faire évoluer le management avec la taille de la start-up. Il faut faire évoluer le CA avec le stade de la start-up. Ouais. Un CA de start-up en seed, ça ne va pas avoir la même composition, ça n'a pas besoin des mêmes expériences, des mêmes compétences qu'un CA d'une start-up en scale-up. Donc, il faut savoir faire évoluer les gens autour de la table, tout en gardant un certain nombre d'administrateurs pour l'historique. Je pense que l'historique est très important. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a bien fait, mais surtout tout ce qu'on a mal fait. Il faut essayer de ne pas le répéter. Et ça, les administrateurs qui restent tout au long de la vie, peut-être pas pour toujours, mais pour un certain temps, pour un certain nombre de mandats autour de la table, c'est important. Et aussi, je pense que c'est pas a walk in the park être membre d'un conseil d'administration. Je pense qu'il faut vraiment s'impliquer, connaître la réalité du terrain, connaître la société dans laquelle, dans le marché dans lequel elle évolue. C'est pas uniquement on vient une fois tous les trimestres. C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement et c'est de l'énergie et c'est une implication sur la durée. Là, on a un avantage en tant qu'investisseur parce que c'est notre métier de connaître la start-up et de décider si on va investir ou pas. Donc, on a fait tout le travail en amont de connaître le marché, le produit, le management et certaines autres personnes autour de la start-up. Donc là, je dirais on est plus avantagé. C'est plus pour nous de faire la connaissance des autres administrateurs qui est important. Oui. Mais moi, je pensais en tant qu'investisseur, entre guillemets, c'est que tout le travail était en amont d'apprendre à connaître la société et de voir si on investit dans la bonne société. Mais je pense que le vrai travail, il commence une fois qu'on est dans le board et qu'on les aide à grandir et à évoluer. Et souvent, on n'a pas la même vue et très souvent, on n'a pas le même discours aussi une fois qu'on est administrateur de la start-up par rapport à futurs investisseurs. On change de casquette. Oui, et puis l'histoire n'est plus la même. Ouais. Elle nous est plus racontée de la même manière. Tout à fait. Mais bon, ça, c'est la nature humaine. Hein. Il faut lever de l'argent, il faut raconter une belle histoire, il faut faire rêver les investisseurs. Et puis on voit l'envers du décor qui n'est pas toujours la même couleur. Mais bon. Merci beaucoup. J'aurais une question peut-être plus spécifiquement pour Thibaut, celle-ci. Mais en septembre dernier, on avait fait une formation chez vous, chez Industria, en gouvernance d'entreprise pour les startups du portfolio d'Industria. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, en quoi ça a été utile pour les startups qui étaient présentes lors de cet événement? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été CEO d'une startup pendant 8 ans et j'ai découvert le métier d'administrateur d'une société à ce moment-là. Et quand j'ai commencé chez Industria, j'ai fait au mieux, en fait. J'ai utilisé mon bon sens d'industriel pour participer et je me suis aperçu qu'il y a tout un tas de choses qui me manquaient. Et donc, j'ai été suivre la formation Guberda. Et je dirais que dès la première formation, je me suis dit, cette formation, j'aurais dû le faire quand j'étais CEO d'une start-up. C'est tellement riche de comprendre tous les mécaniques, toute la base et toute la dynamique d'un administrateur. Tous les ans, on organise une journée pour nos startups en portefeuille. Le matin, on leur apporte des intervenants extérieurs
pour les former. Et donc l'année dernière, on a décidé de les former sur la gouvernance. Comme ça, ils ont tous, pas une formation très approfondie, mais tous un peu une base et un vocabulaire et un cadre. Les bons principes, les grands principes. Les grands bons principes partagés par Guberna. Et maintenant, quand je les challenge dans le fonctionnement du conseil d'administration, ils savent de quoi je parle. Mais de parler d'une même langue tous ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup Thibaut. J'aurais une dernière question un peu plus ouverte, mais chez Guberna, on travaille cette année sur la gouvernance innovante, voilà, des nouveaux principes, des nouvelles méthodes qui existent pour voilà, faire preuve de résilience dans un monde quand même assez incertain qui change beaucoup. Est-ce que dans vos expériences, vous pourriez éventuellement partager une méthode ou une nouvelle pratique que vous avez pu voir qui est assez innovante? Vous vous dites, ah ça, je n'y avais pas pensé, mais ça marche bien. Et, est-ce que ça évoque quelque chose chez vous, PME ou start-up Bon, j'avais préparé la question parce que... Ouais. Et c'est très très loin de ce dont on a parlé, mais j'aime bien en parler parce que c'était un de mes concurrents dans mon premier job quand j'ai commencé aux États-Unis. C'est une société qui s'appelle W.L. Gore, qui est très souvent citée, a été étudiée de nombreuses fois par Harvard Business Review et tout un tas de chercheurs aux États-Unis en particulier, où il y a environ 10 000 personnes, 4 milliards de chiffre d'affaires, et il n'y a pas d'organigramme. Okay. En fait, ils ne choisissent pas les managers, c'est les équipes qui vont décider de suivre quelqu'un qui va les manager. Et c'est une organisation en lattice. Et ça m'a toujours fasciné de voir comment quelque chose qui est sur le papier impossible fonctionne pour une entreprise aussi grande. Et c'est une des meilleures entreprises aux États-Unis. Elle a été votée des années de suite la meilleure entreprise pour laquelle elle a travaillé aux États-Unis. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Et je me suis toujours demandé si je voyais ça dans une start-up, en fait, je courrais dans l'autre sens. Je me suis dit, ils sont fous furieux, je ne vais jamais investir là-dedans. Mais quand j'ai préparé les questions que tu nous as envoyées, je me suis dit, vraiment, il faut se dire qu'il n'y a pas one size fit all. Je reviens à ça, c'est peut-être que W.L. Gore, c'est les gens qui font le Gore-Tex dans les tissus de produits pour ski, par exemple, et dans les câbles électriques. Eux, ils sont partis dans quelque chose qui est complètement différent. Et ils l'ont fait directement? Ils l'ont fait directement, oui. Okay. Bill Gore était c'était un savant fou qui travaillait pour Dupont de Nemours, qui a inventé un produit qui est le Gore-Tex. Et comme Dupont n'a pas vu l'intérêt, il est sorti, il l'a breveté et il a monté une société autour de ça. Et c'est lui qui a dit, moi, j'ai jamais aimé les managers chez Dupont de Nemours, donc il n'y aura pas de manager chez moi. C'est parti de là. Oui. Voilà, il est parti de là et il a construit une énorme société et ça marche toujours. Et pour moi, c'est fascinant. Non, très intéressant. Anne, une expérience? Je n'ai pas encore ta longue, grande expérience, mais et quand tu parles de gouvernance innovante, tu pourrais penser à de l'AI ou mettre un peu ces buzzwords, mais je pense qu'on reste dans la gouvernance, dans de l'humain. Et donc, c'est quelque chose que jamais une intelligence artificielle ou une machine va pouvoir remplacer. Je pense qu'on devra toujours cohabiter avec un exécutif, avec un board qui va prendre des décisions par rapport à une stratégie, un actionnaire en amont. Et donc, ça reste un amalgame d'humains et tu peux avoir toute l'innovation que tu veux. Je pense qu'on va rester quand même sur quelque chose de très humain malgré tout. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos expériences, vos feedbacks et ce podcast qui a été très agréable de vous avoir à mes côtés. J'en profiter pour faire brièvement une petite présentation des services de Guberna que nous proposons actuellement. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Guberna, c'est d'abord un centre de connaissances, une expertise en gouvernance d'entreprise. Donc, par rapport au centre PME, Startup Scale-up, par exemple, on a récemment publié un rapport des pratiques de rémunération au sein des conseils d'administration, donc quels sont les montants proposés et les politiques de rémunération. Toujours utile d'avoir ça sous la main quand on s'interroge sur comment est-ce qu'on voudrait rémunérer son board. Et on a aussi, on vient de publier également un baromètre de la gouvernance des PME en Belgique. Donc, quelles sont les pratiques actuelles en Belgique pour avoir un état des lieux de comment ça fonctionne. À côté de ça, on a développé pas mal d'outils digitaux chez Guberna, le premier qui s'appelle le GMS, Governance Maturity Scan, et le B7, Board Self-Evaluation Tool. L'idée, c'est d'une part d'évaluer son degré de maturité en gouvernance. Ça vous donne un état des lieux sur où vous en êtes en matière de gouvernance d'entreprise. Et le second, c'est un outil plutôt d'évaluation de votre conseil. Donc, s'il y en a déjà un, s'il existe déjà, vous
vous pouvez le faire évaluer via cet outil. Donc, ça peut être assez utile pour votre entreprise. À côté de ça, bien sûr, Thibaut en a parlé, mais on fait pas mal de formations, donc soit individuelles, certifiantes, comme Anne et Thibaut ont pu en témoigner, mais aussi des formations pour entreprises directement. Donc, c'est Guberna qui vient donner une formation spécifique en gouvernance pour le board d'une organisation en particulier. Et enfin, Guberna, c'est aussi une grande communauté de membres. On a plus de 3300 membres aujourd'hui chez Guberna. On fait énormément d'événements transversaux ou plus spécifiques. Et on publie aussi régulièrement des offres de mandat d'administrateurs auxquels nos membres peuvent candidater. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.